Tout a débuté à sa naissance. Pas de cris, pas de gémissements, juste une seule respiration, un faible pouls, puis plus rien. Sa peau était trop lisse, trop parfaite, comme le visage d'une poupée. Pas de plis, pas d'expression, pas d'yeux, pas de bouche, pas d'oreilles, juste une toile vierge. Le médecin la regarda, puis regarda l'infirmière. Aucun d'eux n'a dit un mot. Ils se tenaient là en silence. C'était un silence pesant, où tous savaient que quelque chose clochait, mais personne n'osait le dire. Le médecin s'est raclé la gorge. « C'est eux. Ce n'est pas correct, murmura-t-il, sa voix tremblait juste un peu. Dans son métier, il n'était pas supposé éprouver de sentiments. Mais le voilà fixant un enfant né sans visage, son professionnalisme se fissurant comme un vase bon marché. L'infirmière, se signant, détourna les yeux. « Vous pensez que c'est une sorte de défaut ?» Elle murmura d'une voix à peine audible, comme si parler trop fort rendrait l'enfant réel. « Défaut ?» La voix du médecin s'est brisée. Il passa une main dans ses cheveux, une habitude nerveuse. Je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que ce n'est pas juste. L'infirmière a frissonné. Est-ce vivant ? Sa voix était pleine de crainte. Il a hésité. Il n'a pu ni finir sa pensée, ni lui répondre. Était-ce vivant ? Des années plus tard, elle n'avait pas changé. Silencieuse et inexpressive, figée dans le temps telle une exposition muséale malsaine. Dans les couloirs sinistres d'un orphelinat, elle passait ses journées tel un fantôme, observant sans jamais participer. Un jour, un enfant murmura en la regardant de l'autre côté de la pièce « Elle ne ressemble même pas à un humain ». L'enfant n'a jamais réagi. Elle ne pouvait pas. Ses yeux, s'ils existaient, étaient vides, sa bouche absente. Elle était une énigme, et cela les terrifiait. Je pense qu'elle est humaine, mais elle est comme pas. Un autre a chuchoté, tirant ses manches sur ses mains comme pour se protéger de sa présence. Ne la regarde pas ou elle peut le sentir. Une fille plus âgée a averti que si leurs regards se croisent, quelque chose de mauvais se produira. Ne joue pas avec elle. Mais aucun des enfants ne pouvait rester à l'écart. Ils étaient trop curieux, trop effrayés, alors ils regardaient de loin. Et elle ne parlait pas, ne réagissait pas, ne faisait vraiment rien du tout, sauf une chose, survivre, et pas de la manière dont tout le monde s'y attendait. Sa peau, lisse et souple, avait d'étranges trous non naturels creusés dedans. Non, les trous dans sa peau étaient intentionnels, pas le résultat d'une maladie ou de déchirure. Ces objets étaient créés dans un but précis. Il la nourrissait comme une machine, uniquement pour la maintenir en vie. L'un des gardiens, un vieil homme au visage ridé, observait curieusement la fille assise immobile dans son coin. « Tu t'es déjà demandé pourquoi elle n'a pas besoin d'une bouche ?» a-t-il demandé au jeune gardien qui venait d'apporter un bol de bouillie. Le jeune homme haussa les épaules. « Elle est juste différente, dit-il. » L'homme âgé se pencha, le regard perçant. « Ouais, cette peau ? Tu penses qu'elle va s'ouvrir et parler un jour ?» Il a encore regardé la fille. Il doute qu'elle en soit capable. Le plus jeune gardien murmura presque admiratif. Et la fille s'en fichait. Elle n'avait pas à s'inquiéter. Observatrice et participante passive à sa propre existence, elle flottait dans cet étrange espace entre vie et néant. Pas tout à fait là, pas tout à fait parti. Tout restait pareil, la même pièce froide, la même bouillie sans goût dans un bol poussé à travers les trous de son estomac pour la nourrir, les mêmes regards curieux et terrifiés des autres enfants. Un jour ordinaire, les enfants étaient assis dans la salle à manger usée. La petite fille, comme à son habitude, restait dans son coin détachée du monde. Le bourdonnement constant des discussions passait inaperçu pour elle. C'était juste du bruit. Mais il y avait toujours cet homme grand et mince, le gardien, qui ne disait pas grand-chose. Jour après jour, il la regardait avec une intensité silencieuse qui lui donnait des frissons dans le dos. Les autres l'ignoraient. Ils avaient depuis longtemps renoncé à demander ce qu'il faisait. Un jour, il marmonna pour lui-même, à peine audible, on pourrait croire qu'elle clignerait des yeux. Le plus jeune gardien leva les yeux, interrogateur. L'homme mince ne détourna même pas le regard de la fille. « Elle n'a jamais cligné des yeux ?» dit-il lentement, ces mots un mélange de fascination et d'incrédulité. « Jamais depuis son arrivée ici. » Le jeune homme regarda la fille un instant. « Elle n'a pas d'yeux. » L'homme mince s'est penché plus près et a chuchoté « Elle ne bouge pas quand elle est censée le faire. » Le plus jeune homme a haussé les épaules. Peut-être qu'elle est juste vraiment douée pour rester immobile. Il ne faisait plus attention, mais l'homme mince, si.
Son bloc-notes était déjà sorti, les pages remplies de petits gribouillis soigneux. Observation, note, il suivait chacun de ses mouvements, peu importe leur petitesse, peu importe leur déstabilisation. Il ne la regardait pas comme les autres, il n'avait pas peur. Il était intrigué, obsédé. La fillette sentait le poids de son regard. Elle ressentait toujours sa présence, comme une attraction, un regard pénétrant sa peau, sans savoir pourquoi. Celui-ci était différent, invisible, mais elle sentait son regard sur elle. Mais ce regard des autres enfants à l'autre bout de la pièce n'était pas décontracté. Non, il la regardait intensément, comme si elle était l'unique chose au monde digne d'attention. Il ne lui parlait ni ne posait de questions, se contentant d'observer. Elle voulait demander « Pourquoi me regardes-tu ?» mais ne l'a pas fait. Comment pourrait-elle? Elle n'avait pas de bouche pour parler. Attendait-il quelque chose? Ou regardait-il simplement pour voir jusqu'où elle irait avant que sa peau ne la déchire? Son 14e anniversaire est arrivé sans fanfare, sans gâteau, personne ne s'en est souvenu. L'orphelinat ne se souciait pas. Pourquoi le ferait-il? Mais elle, si. Quelque chose en elle changeait, et elle le ressentait. Elle ne savait pas encore quoi, mais c'était là, se faufilant dans son corps, comme un poison lent. La peau de son avant-bras s'est mise à bouger et onduler comme si elle n'était plus bien fixée. Un mouvement minuscule et étrange, imperceptible pour les autres, mais pas pour elle. Cela a débuté par une légère altération, une tension cutanée, comme si une force invisible tentait de la retenir, de la contenir, de l'empêcher de se libérer. Mais son corps, il devenait agité. Sa cadermis, sa peau, cette étrange couche lisse, a commencé à s'étirer, à tirer, à se resserrer, comme un vêtement bien ajusté qui ne convient plus. Elle ondulait, elle tressaillait, désespérée, comme si elle essayait de sortir, de s'échapper. Elle voulait crier, mais surprise, pas de bouche, pas de voix. Le gardien a également remarqué. Ses yeux s'écarquillèrent, comme s'il voyait quelque chose de précieux. Un sourire s'est lentement étendu sur son visage alors qu'il gribouillait frénétiquement dans son carnet, tapotant son stylo comme relié à une découverte impie. Mouvement autonome, réaction épidermique, action indépendante possible du derme, marmonna-t-il, un peu trop enthousiaste pour quelqu'un côtoyant ses enfants depuis si longtemps. Les enfants, du moins certains, l'ont aussi remarqué. Les autres, habitués à ignorer la fille d'étrange, se tournèrent vers elle. Les yeux se plissèrent, des murmures empoisonnés envahirent la pièce. « Regarde, elle fait quelque chose. » L'un d'eux a eu le souffle coupé en voyant qu'elle bougeait, réalisant qu'elle était vivante. Sa peau bougeait comme si elle avait une volonté propre. Et c'est à ce moment-là qu'il a fait un pas en avant, le gardien, celui qui l'avait observé, obsédé par chacun de ses mouvements, son visage, généralement impénétrable, maintenant tordu par ce qui ne pouvait être décrit que comme de l'excitation clinique. « Tu as faim », dit-il comme s'il s'adressait à un enfant qui avait mal agi. Sa voix, d'une douceur excessive, allait être arrangée par mes soins. D'un geste décidé, il s'empara des longs tubes d'alimentation sur la table, les mains tremblantes d'excitation. C'était à cause de quelque chose d'autre, quelque chose de plus sombre, quelque chose de trop excité. Les tubes étaient en long, froids et stériles, et il en a enfoncé un à travers les trous dans sa peau avant même qu'elle puisse réagir. Le système d'alimentation devait fonctionner comme d'habitude, mais pas cette fois-ci. Elle a senti les tubes glisser en elle, s'enfonçant profondément dans son estomac. Il l'a maîtrisée brutalement, ne lui laissant aucune chance de résister. « Tu en as besoin » murmura-t-il, tapotant la pompe, observant la bouillie s'écouler. Mais les trous dans sa peau ne correspondaient plus à son estomac. C'était comme essayer de pousser un carré dans un trou rond. La nourriture est restée coincée. Sa peau, autrefois docile, pressée et serrée, ne laissant rien passer, l'a rejetée. Elle sentait la nourriture se bloquer, compressant ses entrailles. La pression s'intensifiait, de plus en plus aiguë, comme si tout son corps était étiré, suffoqué par une force étrangère. « Allez, insista-t-il, tel un parent encourageant un enfant têtu à manger. Tu te sentiras mieux, laisse-le entrer. » Mais la nourriture restait immobile. Sa peau se resserrait, repoussant la nourriture dans les tubes. Quand il a essayé de pomper plus, la pression est devenue excessive. Son corps entier se contractait en résistance, la nourriture se déplaçant douloureusement en elle alors qu'il la rejetait violemment. La douleur a frappé comme un camion. C'était si intense, si profond, qu'elle ne pouvait pas penser. C'était démentiel. Elle ne pouvait pas crier, pas sans une bouche, mais si elle le pouvait, le son aurait résonné sur les murs comme le cri d'une banshee. Elle ne pouvait pas pleurer. Si elle avait des yeux, peut-être que des larmes seraient de tomber, mais la frustration ondulait sur ses joues comme des rivières fantômes. Son corps se tordait et se pliait, chaque mouvement paraissant faux, comme une trahison de son propre corps.
Pendant ce temps, la salle de l'orphelinat bourdonnait du bruit habituel, grattant contre les bols en métal, les pieds traînant sur les planches usées, et le murmure des voix trop ennuyées pour se soucier. Un garçon chétif d'environ 12 ans, dans le coin, la regardait. Ce n'était pas la première fois qu'il remarquait ces bizarreries. Il avait fait des grimaces et imité ses gestes saccadés dans son dos quand il croyait être inaperçu. Il l'avait déjà raillé, insulté, grimacé et ri d'elle avant. Aujourd'hui était pareil. Le garçon, passant d'un pied à l'autre, a plissé les yeux, intrigué par sa lutte. « Ne te fatigues-tu jamais d'être brisé ?» Il a ricané assez fort pour qu'on l'entende malgré le bruit. « Tu as toujours été ainsi, non ?» La fillette est restée impassible, ne le reconnaissant même pas. Son visage restait tourné de l'autre côté, son corps se contractant dans des mouvements étranges et désarticulés, comme s'il était en guerre avec lui-même. « Vas-y, continua le garçon d'une voix plus méchante. Essaye de manger. Voyons combien de temps il te faudra avant de t'étouffer avec ta peau, monstre. » Quelque chose s'est brisé en elle inexplicablement. Ce n'était ni prévu, ni rationnel, c'était juste présent. Un réflexe, une poussée violente. Sa main a jailli instinctivement, trop vite pour qu'elle puisse la contrôler. Au début, elle ne l'a pas remarqué, mais soudain, le garçon s'est effondré sur le sol, incapable de rester debout. Elle se tenait au-dessus de lui, tremblante. Sa peau était vivante sous elle, tressaillant, se déplaçant, comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait de faire. La bouche du garçon s'ouvrit, mais resta silencieuse. Il haleta, luttant pour respirer, ses doigts griffant sa gorge. Ses yeux étaient grands ouverts, confus, paniqués. Sa peau ondula à nouveau, comme si elle absorbait tout. C'était trop pour qu'elle puisse comprendre. Elle a fait un pas lent en arrière, son corps bougeant de manière saccadée et désordonnée, comme si elle n'avait plus le contrôle, comme si elle ne l'avait jamais eu. Les minutes semblaient s'écouler comme des heures. L'air était chargé de ce genre de silence qui n'arrive que lorsque quelque chose de terrible est sur le point de se produire. Enfin, quelqu'un a crié, un son aigu et déchirant qui a brisé le silence comme du verre qui se brise. L'un des gardiens s'est finalement précipité en avant et a saisi brusquement le bras de la petite fille. Elle n'a pas résisté. Elle ne pouvait pas. Elle a à peine ressenti la traction des mains qui l'ont arrachée du corps du garçon. Son corps, tel une planche, ne bougeait qu'au gré du monde. « Allez !» aboya l'un des gardes, la voix tendue et la prise trop serrée. Elle fut traînée sur le sol, la peau de son corps tressaillant, se tortillant, comme si elle essayait d'échapper aux mains du garde. Mais elle ne résista pas. Son corps était raide, ses articulations incapables de se plier correctement. Elle se sentait flotter dans son corps, prisonnière d'une cage qu'elle avait elle-même créée. Les autres enfants, terrorisés, la regardèrent depuis leur siège. Certains ont ignoré, d'autres ont réagi. Certains chuchotaient, leur voix quasi inaudible. « L'a-t-elle tuée » murmura l'un d'eux, les yeux écarquillés de peur. « Comment a-t-elle pu faire ça ?» Les yeux de la petite fille, si on pouvait les appeler ainsi, fixèrent le sol d'un air absent pendant que les gardes la faisaient redéfiler dans le couloir. Le bruit de leurs bottes sur les murs vides résonnait comme un tambour funeste. Il ne restait qu'elle et les gardes, son corps raide, sa peau frémissant encore étrangement. Elle ignorait les murmures et les regards. Son esprit n'avait pas de place pour eux. Son monde se résumait à l'attraction dure et inflexible des mains des gardes, l'éloignant de la seule chose qui avait encore un sens. Le garçon, effondré et immobile sur le sol. On ne lui a pas accordé de défense. Aucune tentative de compréhension n'a été faite. Le tribunal s'en moquait. Ils n'ont vu que ce qu'ils voulaient voir. Pas de voix, pas d'explication, juste une toile vierge. Une chose vide à remplir avec leurs propres suppositions. « J'aurais dû comprendre plus tôt » murmura un juré, la voix lourde de dégoût. « Regardez-la, vide !» Une voix venant de l'arrière, mince et tremblante, et ça demandait « Qu'est-ce qu'elle est ?» Le juge garda le silence, n'ayant nul besoin de répondre. Dans la salle d'audience, elle était perçue comme un monstre. La peur avait déjà comblé tous les vides, tel un enfant remplissant un puzzle sans modèle. Et la peur était tout ce dont ils avaient besoin pour la condamner. Culpabilité ? Non, ils n'en avaient pas besoin. Elle était déjà condamnée dès qu'ils l'avaient vue bouger. Et donc la décision était simple. La fillette, muette et figée, a été condamnée sur le champ. Le verdict était tombé. Elle passerait le reste de sa vie derrière les barreaux. Elle ne comprenait pas la sentence, ne ressentait pas le poids des mots. Sa peau tressaillait, mais en elle, plus rien, juste un vide total, une ardoise vierge. Elle a été ramenée à sa cellule, son corps, rigide, bougeant mécaniquement. La cellule était exiguë, à peine plus grande qu'un placard.
Les murs de pierre épais et humides pouvaient probablement absorber les cris de quiconque était assez malchanceux pour passer du temps ici. Si elle avait un nez, elle aurait senti la moisissure qui s'accrochait aux fissures, mais c'était un luxe avec lequel elle n'était pas née. Les gardes devant sa cellule étaient peu bavards sans nécessité de l'être. Ils n'avaient pas besoin de combler le silence. Ce qu'ils avaient, c'était leurs yeux et oh comme ils regardaient. Ils observaient par l'entrebâillement de la porte, fixant du regard la silhouette tremblante et saccadée, se mouvant de façon inhumaine. Ils étaient incapables de détourner les yeux. Impossible de détourner le regard, hein, ricana un concierge, amusé par la gêne. Un des gardes a reniflé, mais ils ne pouvaient détacher leur regard, même s'ils l'avaient voulu. Les jours se confondaient dans la cellule. Le temps perdait tout sens, juste une longue période agonisante où la faim griffait son esprit et sa peau continuait à se rebeller. Elle s'étirait et se contractait, l'enserrant telle une camisole de force inadaptée. Ça brûlait, la peau était tellement tendue qu'elle avait l'impression qu'elle pourrait se déchirer d'elle-même. Mais elle ne l'a pas fait, elle s'est simplement renfermée davantage, telle une tombe aux murs impénétrables. Chaque instant lui donnait l'impression que son corps devenait une prison. Sa prison sans aucune échappatoire. Le pire, elle ne pouvait plus bouger, plus maintenant. Son corps était figé sur place, non pas enfermé comme avant, mais complètement bloqué. C'était comme si le temps s'était figé dans sa peau, son corps impuissant. Ses pensées et son esprit étaient piégés. 11 jours se sont écoulés, puis les gardes sont venus. Leurs pas résonnaient dans le couloir, lents et lourds. Le son devenait de plus en plus fort, plus proche, annonçant l'approche inévitable de quelque chose qu'ils redoutaient et ne savaient pas gérer. Mais leur découverte n'était pas celle attendue. Les gardes restèrent figés à l'entrée un long moment, les yeux écarquillés, le souffle coupé. Ils avaient déjà vu des corps, des cadavres, ça ce n'était pas nouveau pour eux. Mais ça, ce n'était pas ça. Ce n'était même plus une fille, ni même humain. Son corps était dur, dur comme la pierre, le cadermis avait pétrifié, fusionné avec les murs de pierre de la cellule. C'était comme si sa peau était devenue une avec la pièce qui la retenait captive. Sa surface froide et inflexible ne montrait aucun signe de vie, ni pouls, ni respiration. Son visage, le visage qu'elle avait autrefois, était figé dans une grimace éternelle. Gelée dans l'agonie, elle se tenait comme quelqu'un qui avait tellement souffert que cela s'était gravé dans sa peau, dans ses os, qu'il n'y avait personne pour l'entendre, personne pour le voir, juste l'image du tourment, emprisonné pour toujours. L'un des gardes s'approcha, la peur s'insinuant dans sa voix, incertain de comment même approcher cette chose devant lui. « Je ne pense pas. Je doute qu'elle soit en vie », murmura-t-il, en partie pour lui-même, en partie pour les autres. L'autre garde, sans un mot, a tendu une main tremblante et touché son épaule. Sa main s'est figée. La peau restait immobile et froide sous son toucher. Ils reculèrent d'un pas. « Elle est partie », a finalement dit l'un des gardes, presque comme s'il se parlait à lui-même. Mais elle n'est pas morte. Vous voyez, ce qu'ils ne savaient pas, ce que les gardes et les gardiens ne pouvaient pas comprendre, c'est que ce qui lui est arrivé, ce qui est arrivé à sa peau, n'était pas juste un dysfonctionnement inexpliqué, aléatoire. Ce n'était pas juste une condition malchanceuse, c'était SCP-6-107, une anomalie qui existe bien au-delà de la simple compréhension de la biologie humaine. Laissez-moi vous expliquer, c'est important, gardez-en une trace. SCP-6-107, communément connu sous le nom de système tégumentaire, est un système d'organes uniques. Votre peau est composée de 3 couches, l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Chaque couche de votre peau remplit sa fonction, vous protège et garde tout à l'intérieur en sécurité. Simple, efficace, nous sommes tous familiers avec ça. Mais SCP-6107, c'est un peu différent. Vous voyez, ce qui rend SCP-6107 vraiment anormal, c'est que sa peau, son cadermis, bouge de son propre chef. Il a cette étrange autonomie. Si le corps ressent de la détresse, s'il y a de la douleur, un traumatisme, ou même juste une accumulation de tension, cette peau réagit. Elle se déplace, tire, s'étire, se resserre et peut même rejeter sa propre forme. Imaginez être prisonnier d'un corps qui s'oppose constamment à vous. C'est ce qu'a vécu cet enfant. Mais non seulement il a rejeté la nourriture, mais il a commencé à se retourner contre elle. Enfin, le clou du spectacle, le cadermis, la 4e et dernière couche de la peau de SCP-6107 durcit, se pétrifie et enferme la personne à l'intérieur. Sa peau semblait avoir décidé qu'elle en avait terminé, fini d'essayer de maintenir le corps en vie, fini de fonctionner comme une barrière, elle devient une prison. Et une fois que cela arrive, c'est fini.
La transformation est terminée. Le corps est coincé dans cet état horrifiant et immobile, comme s'il était figé dans le temps, piégé dans un état de détresse permanent. C'est ce qu'ils ont vu dans la cellule, mais c'est la science derrière qui est réellement fascinante. Ce n'est pas tout à fait une maladie. C'est un processus biologique qui se produit lorsque le propre système tégumentaire du corps commence à bouger indépendamment. Ce mouvement et cette transformation ne sont pas seulement pour le spectacle. C'est un mécanisme de défense, une réponse au stress et à des stimuli ingérables pour le corps. Le corps réagit d'une façon déstabilisante qu'il ne devrait pas pouvoir faire. Ce n'était pas juste un corps, c'est quelque chose de vivant, quelque chose qui se bat pour sa survie, même s'il doit se détruire pour le faire. Désormais, le processus de pétrification du cadermis n'est plus instantané, mais graduel. Vous remarquerez les premiers stades, appelés transférence dermique, où la peau commence à bouger indépendamment des autres couches. C'est le premier signe que ça ne va pas. Vous obtenez ce déplacement étrange, presque involontaire du derme. Ce n'est pas comme les réactions cutanées habituelles, telles que la chair de poule ou la transpiration. C'est différent, c'est le derme qui décide de lui-même de lutter contre ce qui se passe en dessous. C'est une réponse de la peau elle-même et non du cerveau. Ensuite, nous abordons le véritable coup de pied, l'hypoderme. Chez la plupart des humains, l'hypoderme, cette couche de graisse sous votre peau, est simplement là. Il stocke les graisses, fournit une isolation et maintient tout en place. Mais avec SCP-6107, l'hypoderme ne reste pas en place. Il réagit. Il se distend, il se tend. C'est comme s'il était vivant, bougeant tel un fluide, luttant contre la cause du traumatisme. C'était très rare. Chez la majorité, l'hypoderme demeure stable, remplissant sa fonction. Mais pas avec SCP-6107. Enfin, nous arrivons à l'étape de la pétrification où le cadermis durcit rapidement. Il se solidifie en une matière ressemblante au cartilage ou à l'os, comme si votre peau se pétrifiait. C'est une métamorphose irréversible et terrifiante. Le corps, qui devrait être vivant, devient quelque chose figé dans le temps, un monument à quelque chose qui est allé trop loin. Il n'est pas seulement mort, il est emprisonné. Le processus ne tue pas la personne immédiatement. Le corps peut encore fonctionner, mais il perd lentement et inexorablement le contrôle. L'esprit, les pensées et l'humanité sont prisonniers de cette coquille froide et indifférente. C'est le dernier acte tragique d'un corps qui ne sait plus comment être. Quelle est la signification de tout cela et son importance ? Il ne s'agit pas seulement d'un phénomène médical étrange. C'est une anomalie qui brouille la ligne entre la vie et la mort, entre le naturel et le surnaturel. L'enfant dans la cellule n'était pas juste une personne, mais une victime d'un processus qui la dépassait. Et maintenant, elle fait partie de l'anomalie, piégée à jamais dans sa propre transformation. SCP-617 n'est pas simplement de la peau. C'est un avertissement, un rappel de ce qui se passe lorsque nos corps, lorsque n'importe quoi décide qu'il en a fini. Et quand il décide cela, il n'y a pas de retour en arrière.